Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter les mécanismes de la subduction. Alors nous allons commencer par quelques petits rappels de choses qui ont été vues en première S, puis on rentrera dans le dur du sujet, et donc on verra tout ce qui se passe au niveau de ces zones très particulières d'un point de vue géologique. Alors vous n'êtes pas sans savoir, du moins j'espère, que la surface de la Terre se sépare en différentes plaques tectoniques. Donc ces plaques tectoniques, il s'agit de plaques lithosphériques, car en fait c'est seulement la partie supérieure de la Terre, donc la partie rigide qui est qualifiée de lithosphère, qui se sépare en ces différentes plaques. Ces plaques se déplacent à la surface de la Terre, donc forcément, à certains endroits, les plaques vont avoir des mouvements qualifiés de divergents, c'est-à-dire qu'elles vont s'écarter les unes par rapport aux autres, et à d'autres endroits du globe, eh bien au contraire, les mouvements seront qualifiés de convergents, c'est-à-dire que eh bien, le mouvement d'une plaque aura lieu vers une autre plaque. En coupe, voilà ce que ça donne. Donc nous avons la lithosphère, donc la partie rigide qui est dans la partie supérieure du globe, et qui repose sur une asténosphère, donc sous-jacente, beaucoup plus ductile, beaucoup plus plastique, c'est-à-dire qui se déforme beaucoup plus facilement. Lorsque les plaques s'écartent l'une de l'autre, eh bien on a donc une frontière de plaques qualifiée de divergente, et c'est là que apparaissent les fameuses dorsales, qui sont ces structures qui ont été vues en première S. Lorsque les plaques, au contraire, convergent, eh bien là, on va voir apparaître des structures particulières qui vont dépendre de la nature de la lithosphère qui sera présente de part et d'autre de cette limite de plaques. Alors effectivement, vous savez qu'il existe deux types de croûtes terrestres. La croûte continentale qui est épaisse et majoritairement constituée de granit et de gneiss, et la croûte océanique qui est fine et qui est constituée de basalte et de gabbro. Dès lors, sur ma limite de plaque, je peux avoir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, de part et d'autre de ma limite, on a deux croûtes de type continental. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir une collision, donc la création d'une chaîne de collision, donc d'une chaîne de montagnes. Ça, c'est un cas qui ne sera pas abordé au cours de ce chapitre. Deuxième cas de figure, on a, donc comme indiqué ici d'ailleurs, d'un côté une croûte continentale, de l'autre une croûte océanique. Dans ces cas-là, on va avoir une subduction, et donc la croûte océanique va partir sous la croûte continentale. Troisième cas de figure, on a de part et d'autre de cette limite deux croûtes océaniques. Dans ces cas-là, on aura également une subduction, et donc on aura une des deux croûtes océaniques qui partira en subduction sous l'autre. On voit sur cette carte où sont situées les différentes limites de plaques et donc les limites convergentes. Alors on a bien sûr des limites de type collision, par exemple entre l'Inde et le reste de l'Asie, qui va être responsable de la formation de l'Himalaya, et on a également énormément, enfin sur cette carte, énormément de limites de type subduction, notamment sur tout le pourtour de l'océan Pacifique. Donc là on voit, on a énormément de limites convergentes, tout ça c'est de la subduction, et c'est ça qui va être responsable de la formation de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, donc qui correspond à l'ensemble du volcanisme qui se situe autour de cet océan. Il faut bien comprendre qu'il existe deux types de subduction. Le premier type, c'est lorsqu'on a une subduction donc avec un océan qui plonge sous un autre océan. Donc on a en présence deux croûtes océaniques. Alors c'est le cas par exemple dans les Antilles, et donc on voit apparaître dans ce cas-là une structure particulière qu'on appelle un arc insulaire, c'est-à-dire que toutes les îles sont alignées en fait sur un même arc. En coupe, voilà ce que ça donne. Donc on a la plaque plongeante qui est ici, donc qui est dotée d'une croûte océanique, et la plaque chevauchante est également surmontée par une croûte océanique qui est là. Et donc notre arc insulaire est ici. D'autre part, on a des subductions où on a une croûte océanique d'un côté et une croûte continentale de l'autre. Alors l'exemple typique c'est la cordillère des Andes, donc qui est ici, et qui résulte justement de cette zone de subduction là. En coupe, voilà ce que ça donne. Alors nous avons la plaque plongeante qui est ici, donc avec sa croûte océanique, et la plaque chevauchante, donc cette fois dotée d'une croûte continentale. Donc ici et là c'est la cordillère des Andes. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques dans une zone de subduction. Alors, dans un premier temps, on a des caractéristiques de type topographique, c'est-à-dire au niveau des reliefs. En effet, on voit que systématiquement, dans une zone de subduction, on commence par un relief négatif au niveau de ce qu'on appelle la fosse sous-marine, la fosse océanique.
donc où là les fonds océaniques peuvent atteindre des profondeurs beaucoup plus importantes que sur une plaine abyssale classique. Ensuite, on a un relief positif, avec la présence ou bien d'une chaîne de montagnes, donc lorsqu'on a une subduction océan sous continent, donc comme c'est le cas dans cet exemple-là, ou bien donc un arc insulaire, et enfin un deuxième relief négatif à l'arrière, donc qu'on appelle bassin d'arrière-arc, donc que l'on trouve dans les deux types de subduction. Voici quelques exemples pour illustrer ces caractéristiques topographiques. Alors premier exemple dans la cordillère des Andes, donc la plaine abyssale est là, on voit bien que la fosse sous-marine donc constitue bien un relief négatif, on est bien plus profond que la plaine abyssale. Ensuite on a le relief positif qui correspond à la cordillère des Andes, et derrière on a donc une structure un petit peu moins élevée, qui constitue le bassin arrière-arc, mais qui n'est pas très marqué dans ce type de subduction. Deuxième exemple, au niveau du Japon. Donc là, encore une fois, relief négatif, la fosse océanique, relief positif, le Japon, et ça également, donc qui constitue un arc volcanique, et relief négatif derrière, ce qu'ils appellent la mer du Japon. La deuxième caractéristique d'une zone de subduction, c'est bien entendu la présence d'un arc magmatique. Donc en fait, il s'agit de nombreux volcans, de type explosif, qui sont alignés suivant un arc. Alors, des volcans de type explosif, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la cause de ceci, c'est la nature du magma. Le magma, il est extrêmement visqueux. Et du coup, c'est ça qui va être responsable de tous les phénomènes qu'on va observer sur ce type de magmatisme. Donc déjà, il faut bien comprendre ce qui se passe dans un volcan comme ça. Donc on a une cheminée volcanique ici, donc qui mène jusqu'à la surface, et donc en profondeur, qui mène à la chambre magmatique. Dans cette cheminée remonte du magma, et dans ce magma, il y a énormément de gaz dissous dans le magma. Le problème, c'est que lorsque le magma remonte, ce gaz va subir une décompression, ce qui va faire qu'il va s'échapper du magma. Donc on va avoir de grosses quantités de gaz comme ça qui vont s'échapper. Lorsque la lave est fluide, lorsque le magma est fluide, il n'y a pas de problème. Les bulles de gaz, elles cheminent à travers la lave et vont donc aller jusqu'à la surface tranquillement pour dégazer en surface. Mais là, on a une lave extrêmement visqueuse. Donc en gros, il va y avoir une espèce de bouchon de magma au sommet de ce conduit magmatique, et qui va empêcher les gaz de sortir. Donc, tous ces gaz vont s'accumuler, la pression va augmenter grandement dans le conduit, et c'est cette augmentation de la pression qui va être responsable d'un certain nombre de caractéristiques. Alors déjà, la pression va faire sortir ce qu'on appelle un dôme magmatique, ou même, on peut appeler ça également une aiguille de lave, donc qui est un édifice instable comme ça au sommet du volcan, qui va pouvoir sortir périodiquement. Donc regardez ce que ça donne. Hop, voilà. Donc ce type de dôme volcanique, donc ça en fait c'est une espèce de lave extrêmement visqueuse qui sort en surface, et qui va créer comme ça une espèce de protrusion en surface. L'exemple connu, c'est l'aiguille de la montagne Pelée en juin 1963. Donc vous voyez, tout ça, c'est finalement le magma qui est sorti du cratère et qui s'est refroidi donc en surface. Donc bien sûr cet édifice est instable, et peut régulièrement exploser ou s'effondrer. Donc ça, c'est le dôme volcanique. Des fois, la pression est tellement importante que le bouchon va sauter, c'est-à-dire que tout ça va exploser joyeusement, et donc ça va être responsable d'un énorme panache qui peut aller jusqu'à des kilomètres, plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres en altitude. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc il y a énormément de cendres, énormément de scories qui vont être envoyées dans l'atmosphère. Donc bien sûr ça c'est extrêmement dangereux, mais ce qui est le plus dangereux encore, ce sont les nuées ardentes. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est quand la pression, encore une fois, dans le conduit est très importante, et que donc ce n'est pas le bouchon de lave qui va sauter, mais c'est la résistance des parois sur les côtés. Donc là on va avoir finalement le gaz qui va sortir sur le côté du conduit, avec bien sûr énormément de cendres qui sont à des températures extrêmement importantes, et donc on peut avoir comme ça des nuées ardentes qui partent extrêmement rapidement sur les côtés, donc évidemment c'est extrêmement dangereux. Voilà à quoi ressemble une nuée ardente.
Donc bien sûr, hein, le mec dans sa fourgonnette là, il doit pas se sentir très très bien. Donc là, ce qui rend extrêmement dangereux ce phénomène, c'est que déjà ça remonte les pentes, c'est très rapide, c'est brûlant, donc tout ce qui passe dedans ne peut pas survivre, hein. Et c'est ça en général qui entraîne le plus de morts dans ce type de mécanisme éruptif. Pour illustrer tout ça, je vous ai sélectionné 2 petits exemples pour bien vous montrer que ces volcans explosifs, ils rigolent vraiment zéro. Donc là, vous voyez hein, tous les volcans ici sur la ceinture de feu du Pacifique. Et donc les 2 exemples qu'on va traiter, c'est le Krakatoa, donc ici au niveau des Philippines, et le Pinatubo à ce niveau-là. Donc le Krakatoa, il est à la limite entre la plaque eurasienne et la plaque indo-australienne. Et donc ce volcan a fait une éruption majeure en 1883. Il faut s'imaginer que l'éruption était tellement puissante que la majeure partie de l'île sur laquelle le volcan était a carrément été détruite entièrement. Donc vous imaginez le truc. Tout cela a entraîné l'émission de 18 km3 de matériaux donc volcaniques. Imaginez le volume que ça fait, c'est juste énorme. Et donc le raz-de-marée qui a découlé de l'explosion a entraîné quand même la mort de 36 000 personnes. Donc ces volcans-là sont extrêmement dangereux. Allez, deuxième exemple pour la forme, le Pinatubo, donc qui lui est à la limite entre la plaque eurasienne et la plaque philippine. Ce volcan a fait une éruption majeure en 91, donc là c'est un peu plus récent. Et il faut s'imaginer que le panache était tellement énorme que le nuage de cendres est allé jusqu'à 20 km d'altitude. Donc en gros, on a réussi à trouver des traces de ces cendres dans l'atmosphère terrestre. À n'importe quel endroit du globe, on pouvait trouver des cendres du Pinatubo. Donc imaginez à quel point ce panache devait être important. Troisième caractéristique d'une zone de subduction, l'activité sismique qui est très importante. En fait, ces séismes vont être créés donc déjà par le frottement entre la plaque plongeante et la plaque chevauchante, et également par le fait que la sténosphère va résister à l'enfoncement de la plaque plongeante. Donc en fait, la sténosphère, c'est pas quelque chose de liquide, hein, c'est quand même solide. Donc bien sûr, la plaque qui plonge là va avoir une résistance devant elle, et du coup, elle va se déformer. C'est ça qui va entraîner la présence de petites cassures, hein, voire de grosses cassures d'ailleurs, qui vont être responsables de cette activité sismique. Donc ces séismes peuvent eux aussi, évidemment, occasionner de gros dégâts en surface. Alors, l'autre particularité de ces séismes, c'est qu'ils vont être alignés sur un plan. Donc regardez, ici on a pris l'exemple des îles Kuriles. Si on réalise une coupe dans ce sens-là, voici ce qu'on obtient. Donc on voit que tous les séismes sont alignés sur un même plan, donc qui correspond au plan de la subduction, donc à la plaque plongeante. Et ce plan, donc, on l'appelle le plan de Wadati-Benioff, du nom des 2 chercheurs hein, qui ont découvert ça. Donc voilà, dans les îles Kuriles, hop, le plan de Wadati-Benioff est ici. Dans n'importe quelle zone de subduction, on trouve ce plan de Wadati-Benioff hein, qui va marquer la présence de la plaque subduite. Donc exemple, dans les Andes, le plan il est là. Donc c'est exactement pareil, sauf qu'il est dans l'autre sens. Et dernier exemple, dans les Mariannes, vous voyez, le plan de Wadati-Benioff, il est ici. Alors là, on voit bien qu'il y a une différence quand même, c'est que le plan est beaucoup plus incliné. Quatrième caractéristique, le prisme d'accrétion. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est cette structure-là. Donc à quoi est due la présence du prisme d'accrétion? C'est en fait tout simplement la plaque chevauchante qui va raboter les sédiments de la plaque plongeante. C'est-à-dire que, vous voyez cette couche sédimentaire, eh bien une partie de cette couche ne va pas réussir à passer dans la subduction et va donc s'accumuler juste devant. Donc c'est ça qui va donner le prisme d'accrétion. Donc en gros c'est une accumulation sédimentaire avec des sédiments extrêmement plissés et déformés. À certains endroits, le prisme d'accrétion est tellement important qu'il affleure même en surface. C'est le cas par exemple sur l'île de la Barbade, qui se situe ici, donc dans les Caraïbes. Donc là vous voyez le paysage, hein, on voit bien les strates sédimentaires qui sont très très déformées, très très plissées. En coupe, ça donne ça. Donc en fait la Barbade c'est vraiment une île qui est située juste au-dessus de la fosse de subduction, mais la quantité de sédiments est tellement importante
que non seulement la fosse est complètement comblée, mais que ces sédiments vont carrément aller jusqu'à la surface. Et enfin, cinquième et dernière caractéristique, c'est la répartition anormale du flux thermique au-dessus des zones de subduction. Alors le flux thermique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la quantité de chaleur qui est émise par rayonnement par le sol. Et donc lorsqu'on mesure cette quantité de chaleur, on se rend compte qu'il y a une double anomalie. Une anomalie négative d'abord au niveau de la fosse de subduction, et ensuite une anomalie positive au niveau de l'arc volcanique. Ces anomalies thermiques, elles se retrouvent également en tomographie sismique. On voit qu'on a bien la présence d'une espèce de banane bleue là, en profondeur, qui marque donc la présence du plan de subduction, de la plaque subduite. Alors à quoi est due cette double anomalie? Eh bien tout simplement, l'anomalie négative est liée au fait qu'on a une plaque froide qui plonge en profondeur. Donc en gros, les matériaux qui sont à cette verticale sont plus froids en moyenne que ce qu'on a normalement. Tandis que l'anomalie positive que l'on constate juste derrière est liée au fait qu'il y a la présence de l'arc volcanique, donc avec la présence du magma, donc qui lui bien sûr est beaucoup plus chaud. Alors, nous venons de voir les caractéristiques qu'il y avait sur les zones de subduction. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quel est le moteur de la subduction, c'est-à-dire pourquoi cette lithosphère, eh bien, à un moment donné, se met à s'enfoncer dans la sténosphère. Alors déjà, il faut être conscient que donc, la lithosphère est rigide, c'est une structure rigide, qui repose sur la sténosphère qui, elle, se comporte comme un fluide. Eh bien, nous allons voir que finalement, cette lithosphère, si elle plonge, eh bien, c'est juste un problème de densité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la densité de la lithosphère devient supérieure à celle de la sténosphère. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour bien comprendre ceci, il faut déjà rappeler ce qu'est la nature de la limite entre la lithosphère et la sténosphère. En fait, il s'agit d'une limite thermique, c'est-à-dire que cette limite-là, ça correspond à ce qu'on appelle l'isotherme 1300 degrés, c'est-à-dire qu'en fait, au-dessus de cette limite, la température est inférieure à 1300 degrés, tandis qu'en dessous de cette limite, la température est supérieure à 1300 degrés. Et donc c'est cette différence de température entre lithosphère et sténosphère qui va entraîner la différence de comportement mécanique. Donc rigide pour la lithosphère, plus ductile pour la sténosphère. D'un autre côté, lorsque la lithosphère va vieillir, elle va avoir tendance à se refroidir. Pourquoi? Eh bien, au début, la lithosphère elle est créée au niveau de la dorsale, d'accord, donc elle est très chaude, et donc plus elle va se refroidir, plus elle va vieillir, plus elle va s'éloigner de l'axe de la dorsale, et donc conjointement à ça, eh bien, l'eau de l'océan qui est au-dessus va s'infiltrer dans la lithosphère, ce qu'on appelle l'hydrothermalisme, et cet hydrothermalisme va être responsable d'un refroidissement important de la lithosphère. Donc, on peut bien s'imaginer que, comme la lithosphère refroidit au fur et à mesure du temps, eh bien, l'isotherme, donc 1300 degrés, va avoir tendance à être de plus en plus profond avec le temps. Et au fur et à mesure que l'isotherme 1300 degrés va devenir de plus en plus profond, eh bien, du coup, la lithosphère va devenir de plus en plus épaisse. Bon, maintenant, on va essayer de calculer la densité moyenne de la lithosphère. En début de vie, donc juste après avoir été créée par la dorsale, puis on va calculer la densité de la lithosphère aux alentours de 10 millions d'années après sa création, et enfin aux alentours d'une trentaine de millions d'années après sa création. Et on va donc voir si cette densité évolue. Alors pour calculer les densités, il faut bien sûr connaître la densité des différents matériaux en jeu ici. Donc la croûte océanique, la densité est 2,9, parce que cette croûte est constituée de basalte et de gabbro, qui sont des roches assez légères. Et donc le manteau, lui, donc a une densité beaucoup plus importante, aux alentours de 3,3. Pourquoi? Parce que simplement le manteau est constitué de péridotites, qui sont des roches assez lourdes. Alors on voit quand même qu'il y a une petite différence entre la densité du manteau lithosphérique et de la sténosphère, car malgré le fait que ce soit des péridotites dans les deux cas, les péridotites de la sténosphère sont plus chaudes que les péridotites du manteau lithosphérique, et comme elles sont plus chaudes, à cause de la dilatation thermique, elles vont être légèrement moins denses. On voit qu'il y a une différence de 0,05 de densité. Mais on verra que c'est très important pour la suite. Donc en gros, le manteau lithosphérique, ok, il est plus dense que la sténosphère sous-jacente, mais
il ne va pas s'enfoncer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est maintenu à flot, entre guillemets, par la croûte océanique qui est au-dessus, hein, et qui joue un rôle d'une sorte de flotteur, hein, parce que donc comme la croûte océanique est accrochée au manteau lithosphérique et qu'elle est beaucoup moins dense, et bien du coup, c'est grâce à la croûte océanique que toute la lithosphère va pas partir directement, finalement, va pas directement plonger dans la sténosphère. Bon, on va voir avec le temps comment tout ça va évoluer. Alors, au début de la vie de la lithosphère océanique, voici ce qu'on a. Donc l'isotherme 1300 degrés est très haut, parce que la lithosphère est très chaude encore. Elle n'a pas encore eu le temps de se refroidir. Donc on voit qu'on a 6 km de croûte et 9 km de manteau lithosphérique. Qu'est-ce qui se passe en termes de densité moyenne? Donc là, je calcule la densité moyenne donc en pondérant avec les épaisseurs. Donc un calcul assez simple qui me donne une densité moyenne de l'ensemble de la lithosphère, donc croûte plus manteau lithosphérique, de 3,14 donc de densité. Donc on voit que ce chiffre-là est bien entendu inférieur à celui de la densité de la sténosphère, donc c'est pour ça que pour le moment la lithosphère ne plonge pas. Lorsque maintenant on se situe 10 millions d'années après la création de la lithosphère océanique, voici ce qu'on a. Donc là on garde toujours la même quantité de croûte océanique, donc qui est toujours à 6 km à peu près, mais là, comme l'isotherme 1300 degrés s'est enfoncé de plus en plus, on va avoir 24 km d'épaisseur de manteau lithosphérique. Donc là, vous voyez que dans mon calcul, finalement, comme le coefficient lié à la densité de 3,3 sera donc beaucoup plus important, donc de 24, eh bien on va obtenir une densité qui sera supérieure à celle qu'on avait au départ, 3,22. Mais on voit que 3,22 c'est encore insuffisant, hein, pour que la lithosphère s'enfonce, vu que la densité de la sténosphère est 3,25. Si on revient maintenant une vingtaine de millions d'années plus tard, là, on se rend compte que la lithosphère est tellement froide que le manteau lithosphérique est très très épais, de 60 km. La croûte océanique, elle reste épaisse de 6 km environ, et du coup, là, lorsqu'on va faire le calcul de densité, voilà, et bien on va obtenir, donc avec ce coefficient de 60 km du coup lié au manteau lithosphérique, on va obtenir une densité moyenne de la lithosphère de 3,26. Et là on se rend compte que c'est suffisant pour dépasser la densité de la sténosphère, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme la densité moyenne de la lithosphère devient supérieure à ce qui se passe en dessous, à ce qui est en dessous, et bien cette lithosphère va se mettre spontanément à plonger. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la subduction. Alors, ce moteur qu'on vient de voir, qui est le moteur donc lié à la densité, ce n'est pas le seul moteur de la subduction. Il y a en effet également les mouvements de convection qui vont partiellement être responsables de la plongée de la lithosphère dans la sténosphère. Donc je m'explique. Je rappelle que la sténosphère se comportant comme un fluide, à l'intérieur d'elle, il y a d'importants mouvements de convection qui ont lieu, qui prennent cette forme-là. Donc ça, c'est des choses qui normalement sont vues en première S. On a une remontée de matériaux au niveau de la dorsale, puis un étalement de part et d'autre, hein, et enfin donc les matériaux asténosphériques ont tendance à plutôt descendre au niveau des zones de subduction. Eh bien, vous voyez bien que là en fait ces mouvements de la sténosphère vont entraîner sur les côtés de la dorsale la lithosphère, donc ça va pousser la lithosphère, donc cette portion de lithosphère va être poussée à droite de la dorsale, celle-là à gauche, et du coup, forcément, s'il y a une autre plaque en face, on va créer ici une subduction forcée, c'est-à-dire que cette lithosphère-là n'aura pas d'autre choix que d'aller sous la lithosphère chevauchante. Voilà, donc on a ici bien deux moteurs principaux de la subduction, la densité donc liée à l'âge et donc au refroidissement de la lithosphère, et donc les mouvements de convection dans le manteau asténosphérique, hein, qui vont pousser ces lithosphères et donc créer des subductions forcées.